Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans ces nouveaux numéros d'Opinion Féminin. L'invité du jour, c'est une femme qui a un parcours exceptionnel. Mais avant de la découvrir, je vous invite à suivre d'abord son portrait. C'est parti. Une vraie militante pour les droits des femmes. Georgette Biébié-Songo fut enseignante en cours de toxicologie et de pharmacologie à l'université de Kinshasa. Formatrice en matière de genre, de responsabilité, d'éthique et de sensibilisation à la prévention face au virus VIH-Sida sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Cette femme dynamique milite également pour la promotion des droits humains. De 2001 à 2002, elle a été nommée comme conseillère au cabinet du ministère des Affaires étrangères et coopération internationale. C'est en 2002 qu'elle va participer au dialogue intercongolais de Sun City comme experte au sein du caucus des femmes congolaises. De 2003 à 2004, elle occupe le poste de conseillère au cabinet du ministre des Droits humains. Cette professionnelle de la CRE est aussi experte nationale et formatrice en genre à la chaire UNESCO UNIKIN depuis 2007 jusqu'à nos jours, et puis conseillère au cabinet du ministère de l'Industrie chargée de la normalisation de 2007 à 2009. Elle a été PCA de la mutuelle d'épargne et de crédit MEC Sosola Kikwit, accompagnement des femmes et candidate aux élections législatives de 2009 à 2011. Georgette Biébié fut également directrice du Centre régional de documentation et de recherche sur le genre, la femme et la construction de la paix dans le RGL. Elle s'est spécialisée dans plusieurs domaines, notamment dans la lutte contre la corruption et les résolutions pacifiques des conflits. Son travail et son professionnalisme lui a valu au total 9 prix prestigieux. Il s'agit entre autres du prix honorifique pour la promotion du leadership féminin et du genre, octroyé par un collectif de journalistes et politiques indépendants en 2004, les prix honorifiques pour la promotion du leadership féminin et des droits des femmes décernés par la Commission nationale des droits de l'homme, mais également les prix lui octroyés pour avoir participé au dialogue intercongolais à Sun City, pour ne citer que ceux-là. Voilà, vous avez certainement compris qui est l'invité de l'Opinion Féminin aujourd'hui. Mesdames et messieurs, c'est Madame Georgette Biébié. Bienvenue sur le plateau d'Ecofin Télévision. Biébié-Songo. Biébié-Songo, voilà, bienvenue. Merci. Comment vous vous sentez? Je vais bien, merci. Nous avons suivi tout à l'heure votre portrait. Oui. Parlez-nous un peu de vos débuts. Comment vous avez commencé? C'est une longue histoire. C'est une longue histoire. Je suis Georgette Biébié-Songo. Je vais me représenter. Oui, merci. Je suis l'aînée d'une grande famille de 21 enfants. 14 filles, 7 garçons, avec 6 mamans. Comme vous l'avez compris, mon père était polygame. Et mon père, c'est un homme qui aimait beaucoup les droits, un homme juste, un homme honnête. Et comme moi, j'étais l'aînée, il m'a formé à la droiture, à l'honnêteté et à la défense des droits de mes frères et sœurs. Et donc, j'ai grandi dans cette ambiance familiale. J'ai fait l'université à Lubumbashi. Je suis pharmacienne, docteur en pharmacie. En fait, j'ai fait le doctorat en pharmacie à Paris, à l'université Paris 5, à René Descartes. Et quand j'ai fini mes études de pharmacie, mon mari était un juriste, le professeur Jean-Claude Biébié. Il est toujours en vie? Non, non, il est mort, ça fait 5 ans. Mais c'était mon coach, c'était mon mentor, c'était mon compagnon. C'est lui avec qui j'ai fondé ma famille, avec qui on a 4 garçons. Je n'ai pas de filles. Il y a un collège je n'ai que des garçons. C'était un garçon, lui c'était un révolutionnaire. Et il a trouvé en moi une femme engagée, une femme qui défendait le droit. C'est comme ça qu'ensemble, on a milité très longtemps contre la dictature de Mobutu. On a vécu à l'étranger, à l'université, d'abord en Algérie, où il enseignait comme professeur de droit à l'université d'Alger. Moi, j'étais assistante à la faculté de pharmacie d'Alger.
Ensuite, on est allé à Brazzaville, à l'université Marien Ngouabi, où il a monté l'école de magistrature à Brazzaville. Et moi, j'ai enseigné à la faculté de médecine de l'université Marien Ngouabi. Mais on a continué toujours à militer contre la dictature de Mobutu. Et quand il y a eu la conférence nationale souveraine, lui, il est revenu à Kinshasa comme délégué, parce qu'il avait adhéré au PALU, Parti Lumumbiste unifié d'Antoine Gizenga. Et donc, il est venu à la conférence comme délégué de PALU. Et moi, je suis resté à Brazzaville avec les enfants, où je continuais à enseigner à l'université, à la faculté de médecine. Et ensemble, on a continué la lutte contre la dictature et pour l'instauration de la démocratie dans notre pays. Donc tous les deux, lui et moi, on était des militants pour l'instauration de la démocratie dans notre pays, pour la défense de la liberté, pour la défense des droits humains dans notre pays. Vous êtes une femme qui milite pour le droit de la femme. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé? Quelle a été la première motivation pour que vous puissiez vous engager dans cette lutte? Mais je pense, comme je l'ai dit, hein, c'est depuis l'enfance. Mon père m'a appris à défendre le droit de mes frères et sœurs. Et cette histoire est restée ancrée en moi. Et quand nous sommes rentrés à Kinshasa, même quand on était étudiant à Paris, on était dans le mouvement des étudiants africains qui militaient contre la dictature. Et quand nous sommes revenus à Kinshasa, dans notre pays, moi j'ai senti une attirance vers la défense des droits humains en général, mais des droits des femmes en particulier. C'est comme ça que j'ai adhéré à une plateforme de femmes, Cause Commune, en 1996. Cette plateforme, elle avait comme objectif la défense des intérêts et des droits des femmes, susciter la solidarité entre les femmes, parce qu'on dit souvent que les femmes ne peuvent pas construire ensemble, les femmes ne peuvent pas s'entendre, et nous avons dit, nous allons susciter cette solidarité entre les femmes, et nous avons également décidé de travailler pour l'autonomisation des femmes, parce que nous avions compris que les femmes étaient pauvres, et très souvent, les femmes n'arrivaient pas à s'auto-prendre en charge. Et donc, au sein des causes communes, on avait ces objectifs, la solidarité entre les femmes, la lutte contre la pauvreté des femmes, et puis le leadership féminin. Est-ce que vous continuez toujours à lutter pour l'autonomisation de la femme actuellement? Ah oui, oui. J'ai une fondation, c'est la GBS Foundation, c'est Georgette Biebie-Songo Fondation. Et cette fondation se consacre essentiellement dans l'encadrement des femmes de la base, ces femmes que nous appelons des diamants bruts, qui travaillent au niveau de nos communautés, qui prennent leur famille en charge, qui sont dans les activités génératrices de revenus. Nous les encadrons pour qu'elles sortent de ces activités génératrices de revenus, pour que ces activités génératrices de revenus soient transformées en petites et moyennes entreprises, source de création d'emplois et de richesses. Donc je continue dans la microfinance pour lutter contre la pauvreté excessive des femmes. Et j'ai compris également que la femme congolaise ne se retrouvait pas tellement en politique parce qu'elle aussi elle était pauvre. Alors on ne peut pas faire la politique sans moyens. C'est ainsi que nous continuons à encadrer les femmes dans la microfinance. Vous êtes également membre de la mutuelle financière des femmes africaines de 2019 à nos jours. Dites-nous un peu plus sur la fondation. En fait, mon idéal, ma vision, c'est d'avoir une banque de femmes créée par des femmes, pour les femmes. Mais comme j'aime bien le dire, les hommes, ils sont les bienvenus. Nous ne refusons pas que les hommes fassent partie de notre mutuelle, mais nous voulons que ce soit une mutuelle créée, fondée par les femmes, prise en charge par les femmes, pour les femmes, à nos conditions, à nous, d'octroi de crédit aux autres femmes. Et dans ce cadre, en 2019, il y a eu dans notre pays la mutuelle, la MUFA, c'est la mutuelle financière des femmes africaines,
qui est venue s'installer au Congo. Et cette mutuelle a comme vision également de créer une banque de proximité pour les femmes. Évidemment, je n'ai pas hésité un seul instant. J'ai adhéré, je suis membre fondateur de cette mutuelle africaine, de cette mutuelle financière de femmes africaines, dont le siège a été inauguré par le président de la République et qui se trouve juste en face du marché Somba Zikida. Vous êtes membre fondateur de cette structure, mais quelles sont les actions réalisées déjà Les actions réalisées au sein de cette structure, on avance petit à petit parce que notre idéal, c'est d'en faire une banque de proximité. Et pour le moment, nous avons une agence, l'agence centrale qui est au niveau du marché Somba Zikida. Nous avons une agence au niveau de Lemba. Nous avons une agence au niveau de la Lukunga. À Lubumbashi également, nous avons une agence, je crois à Kolwezi. Nous sommes en voie de créer une agence au niveau de Kananga, je crois, ou Mbujimai. Donc, c'est essentiellement une action de microfinance encadrée, formée et appuyer les femmes qui sont dans les activités génératrices de revenus pour qu'elles soient capables de transformer ces activités de survie en activités de développement, que ça devienne des petites et des moyennes entreprises. Donc, on est là-dedans. Ça n'avance pas comme on aurait voulu que ça avance parce qu'il nous aurait fallu beaucoup de fonds pour soutenir. C'est une mutuelle. Vous savez que souvent dans les mutuelles, on n'a pas de grands moyens. Et quelles sont les difficultés jusque-là? Mais les difficultés juste là, c'est le fait qu'on n'a pas de subventions. Parce que ailleurs, cette même expérience a explosé en Nairobi, je crois, au Kenya et au Gabon, à Libreville, parce que le gouvernement, l'État a mis des subventions dans cette mutuelle et la mutuelle a fonctionné, je crois, pendant 2 ou 3 ans avec des subventions pour prendre l'élan. Mais chez nous, malheureusement, on a eu la subvention pendant 1 an seulement et après 1 an, comme dans la microfinance, les taux d'intérêt est très faible, les charges sont importantes, donc on est en train de nous battre pour que cette mutuelle ne meure pas, pour qu'elle continue son petit chemin pour arriver à la banque de proximité que nous voulons créer pour les femmes congolaises. Nous l'avons dit au début de cette émission, vous êtes professeur, vous avez occupé plusieurs postes dans ce pays comme à l'extérieur du pays, mais dites-nous comment vous faites pour remplir toutes vos tâches professionnelles? Je suis une enseignante, j'ai enseigné à l'université d'Alger, à la faculté de pharmacie, donc là on est en Algérie. J'ai enseigné à l'université Marien Ngouabi, à la faculté de médecine de l'université de Brazzaville. Et j'ai enseigné également chez nous à la faculté de pharmacologie à l'UNIKIN. Je suis une ancienne de l'UNIKIN, j'ai fini à l'UNIKIN et j'ai enseigné donc à l'UNIKIN. Je pense que c'est une question d'organisation tout simplement. C'est être une tout femme simplement, au foyer je n'ai jamais négligé l'un parce qu'on parle de 3 rôles de la femme comme mère, la femme comme épouse et la femme comme travailleuse. Je pense qu'il faut tout simplement s'organiser, planifier pour qu'un domaine ne soit pas négligé par rapport aux autres domaines. Tous les 3 domaines pour moi sont très importants. Rien ne peut remplacer une famille et je pense qu'on a besoin d'argent du travail pour avoir l'argent pour subvenir aux biens de la famille. Et être épouse, pour moi, c'est un rôle magnifique qu'on ne porte pas très souvent dans la vie. Et je pense qu'on ne peut pas négliger l'un de ces 3 aspects, mère, épouse, travailleuse. Il faut s'organiser. Il faut trouver le temps pour chacun de ces 3 aspects. Au-delà d'être professeur, vous avez fait beaucoup de formations et parmi ces formations, on parle de la lutte contre la corruption. Comment vous définissez la corruption en RDC? La corruption, c'est un cancer, c'est une gangrène. Quand ça s'entre dans le corps de quelqu'un, ça vous bouffe petit à petit.
et ça finit par entraîner la mort. Je crois que là où le Congo se trouve aujourd'hui, c'est la conséquence de la corruption dans notre pays. Et si jamais on vous demandait de faire une étude comparative par rapport concernant la lutte contre la corruption sous le régime de Joseph Kabila et l'actuel régime, est-ce que vous pensez qu'il y a des avancées significatives? Moi, je suis une militante et je regarde toujours le combat avec un œil militant. C'est un combat qui sera de longue haleine. Ce n'est pas un combat qui se mène en un jour. On n'a pas le résultat en un jour. La corruption s'est installée dans notre pays pendant toutes ces années. La petite corruption, la grande corruption à tous les niveaux. Parce que quand je fais justement des campagnes de sensibilisation avec les mamans, je leur dis, mais la corruption, ce n'est pas au sommet de l'État seulement. Mais quand vous vendez votre haricot ou vous vendez le foufou dans un sacombi ou dans un écolo que vous avez fait bouillir, c'est une corruption aussi, vous volez les autres. La corruption est dans notre pays, il y a la petite corruption partout, à tous les niveaux et dans tous les domaines. Alors, le combat, il est noble, il est vraiment... j'admire beaucoup le combat de l'inspecteur, oui, Alinguete. Je crois que c'est un militant comme nous, c'est un combattant. Nous nous battons pour le droit des femmes. Ça fait plus de 25 ans que je suis dans les combats pour le droit des femmes. On a eu l'inscription de la parité dans la Constitution en 2006, 2005-2006, mais maintenant ça fait à peu près 20 ans, on n'a toujours pas la parité effective. Donc le combat, c'est un combat quotidien, c'est un combat de longue haleine, comme disait le président Kabila père. Le combat la lutte sera longue et populaire. C'est une lutte qui va être longue parce qu'il y a des gens qui se retrouvent dans la corruption, il y a des gens qui sont nés dans la corruption, qui ont grandi dans la corruption et qui n'ont même plus conscience que les actes qu'ils posent, c'est des actes de corruption. Alors, c'est dans la mentalité. Est-ce qu'il y a quand même des avancées significatives par rapport à l'actuel régime? Il y a des avancées, je ne peux pas dire significatives, je veux dire il y a des avancées parce que l'IGF n'existe pas depuis aujourd'hui. L'IGF a toujours existé, mais elle n'était pas opérationnelle, elle n'était pas visible. Aujourd'hui, grâce à Dieu, on a vu un leader qui s'est engagé contre la corruption, mais il est limité. Il est limité parce qu'il dénonce. Il constate, il dénonce, mais il n'y a pas de sanctions. Et s'il n'y a pas de sanctions, et s'il n'y a pas de sanctions, la corruption va continuer. La preuve, c'est qu'elle continue. Jusqu'à présent, on assiste encore à des détournements de millions de dollars. Et même quand l'IGF découvre qu'il y a eu détournement dans telle entreprise d'autant d'argent, on n'a jamais récupéré cet argent. Parce qu'il n'y a pas de sanctions. Et je pense que si l'impunité continue, je pense qu'il va s'essouffler. Hein. À présent, nous allons parler de la participation de la femme congolaise aux élections de 2023. Selon vous, quels sont les freins liés à la participation de la femme congolaise en politique? Les freins, il y en a de plusieurs natures. D'abord, la femme congolaise elle-même, elle estime que la politique, c'est une histoire d'hommes. C'est ce qu'on nous a appris, c'est ce qu'on nous a inculqué. Alors, c'est une affaire des femmes C'est une affaire de gestion de la chose publique et c'est tout citoyen qui devrait s'intéresser à la politique. Mais depuis notre jeune âge, la politique, c'est l'histoire d'hommes et par rapport à notre pays particulièrement, nous n'avons pas d'entreprise au Congo. Nous avons rien que la fonction publique et la politique. Moi, je suis enseignante à l'université. Si je vous dis ce qu'on me paye aujourd'hui, vous n'allez pas me croire. Les magistrats sont mal payés, tout le monde est mal payé, sauf les députés qui sont en politique, qui ont soi-disant 21 000 $ par mois, les membres du gouvernement, les mandataires des entreprises politiques,
des entreprises publiques, et puis les sénateurs. Donc la politique attire tout le monde parce que c'est le seul métier qui paye bien au Congo. Alors, les hommes se sont arrangés aussi pour faire de la politique comme une chasse gardée. Donc c'est là-dedans, comme un digablo, c'est là-dedans qu'ils trouvent leur beefsteak et ils ne veulent pas partager avec les autres. Donc la femme congolaise maintenant, elle doit se battre pour se faire un petit espace dans ces digablos-là. Nous nous sommes battus pour qu'il y ait un cadre juridique, pour que la participation politique de la femme congolaise ne soit pas considérée comme un cadeau, comme une faveur, mais que ce soit un acte d'engagement citoyen. Que la femme s'affirme, qu'elle mérite. Voilà, que cette femme qui veut aller en politique, que ça ne soit pas parce que telle l'a parrainée, parce que telle l'a appuyée, mais c'est parce qu'elle a un appel. On devient médecin parce qu'on a un appel. On devient avocat parce qu'on a un appel. Mais s'il y a une femme congolaise qui a l'appel de faire la politique, elle devrait s'élever et trouver de l'espace pour s'engager en politique. Mais comme j'ai dit, c'est considéré comme une chasse gardée des hommes. Il faut se battre pour essayer de se faire un petit espace. Ce n'est pas facile, mais on essaye quand même, avec des campagnes de sensibilisation, de conscientisation, de dire à la femme, elle aussi, elle est capable de s'élever, de servir son pays. Donc, les mentalités rétrogrades, les coutumes rétrogrades, les idées reçues, les préjugés, les stéréotypes, très souvent découragent la femme à faire la politique, mais la pauvreté aussi. Parce que les femmes, souvent, on dit, il y a un document de la réduction, des documents stratégiques de la réduction de la pauvreté, qui dit qu'en RDC, la pauvreté a le visage féminin. Donc, les femmes sont plus pauvres que les hommes. Pourquoi? Parce que les femmes, la plupart, qui n'occupent pas de postes politiques, comme je l'ai dit, le seul métier qui paye bien, c'est la politique. Donc, les femmes sont pauvres. Avec le peu d'argent qu'elle a, elle préfère s'occuper de sa famille que de mettre ça dans la politique, qui demande beaucoup de moyens. Hein. Il faut aller à des réunions, il faut appeler, il faut. Et ça aussi, c'est un frein pour l'engagement de la femme en politique. Il y a un frein institutionnel, la mise en œuvre de la parité, qui n'est pas effective. Nous avons une loi de mise en œuvre de la parité, mais qui n'est pas effective, qui n'est pas contraignante. Donc, les chefs de partis politiques qui sont pour la plupart des hommes ne se sentent pas obligés d'aligner les femmes sur des listes électorales. Donc, récemment, lors de la publication de la liste provisoire des candidats retenus pour les législatives nationales, on parle de 17%. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est quand même... vous êtes satisfait du résultat, vous qui militez pour... non, pour moi, je considère que... Ou la participation de la femme. Moi, j'étais très triste de savoir... On parle quand même d'une augmentation de 6%. Non, franchement... Par rapport à 2018. Si vous considérez ça comme une augmentation, alors que les élections seront rudes, si on n'a que 17%, vous croyez combien de femmes vont être élues? Pour le moment, nous avons 12% de femmes à l'Assemblée nationale. Vous croyez qu'avec les 17% de femmes candidates, on pourra avoir encore 12% de femmes à l'Assemblée nationale? Moi, je suis inquiète. Est-ce que vous êtes candidate Oui, moi je suis candidate, mais au niveau provincial. Au niveau provincial, oui, dans la commune de Limete. Est-ce que vous préparez déjà pour les élections? Je me prépare déjà. Les élections, on ne se prépare pas la veille. Les élections, on les prépare tout le temps. Je vous ai dit que nous sommes dans la microfinance. Nous encadrons les femmes, nous encadrons les jeunes. Nous travaillons surtout avec les femmes et les jeunes. Bon, je ne l'ai pas fait dans un but électoral. C'est la première fois que je me présente à Kinshasa. Les autres fois, je me présentais en province. Je n'ai pas fait ça dans un but électoral. C'est ma mission, c'est mon appel d'encadrer les jeunes, les femmes. Je pense que ces jeunes-là, ces femmes-là que j'ai encadrées pendant tout ce temps, sont considérées par moi et par mes suppléants aussi, ont des activités sur terrain. C'est considéré comme notre base et j'espère qu'on pourra faire adhérer plusieurs personnes, des hommes et des femmes, à notre vision de lutter contre
la discrimination des femmes, contre la pauvreté des femmes. Quand on parle de la pauvreté de la femme, c'est la pauvreté de la famille. Hein, quand on parle de la lutte contre la pauvreté de la femme, c'est la lutte aussi contre la pauvreté des jeunes qui sont membres de la famille. Et je pense que dans notre combat pour la promotion des droits des femmes, pour l'émergence des jeunes aussi, qui souffrent autant que les femmes. Les jeunes aussi sont écartés très souvent des instances de prise de décision. Je pense que nous allons mettre nos énergies ensemble, les jeunes et les femmes, pour que nous puissions faire élire une dame qui a de l'expérience, qui a de la compassion, qui a travaillé pendant toutes ces années pour que les conditions de ses concitoyens changent, pour faire élire une femme de cette trempe-là qui va continuer le combat au niveau des instances de prise de décision. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à toutes ces femmes qui souhaitent s'engager en politique? Il faut, je pense, je l'ai dit, il faut avoir un appel. Il ne faut pas y aller ngoulou. Non, non. Il faut avoir un appel. Il faut vraiment se sentir concerné par les problèmes de la nation. Il faut, parce que la politique, elle est très dure. Il y a beaucoup de coups bas, il y a beaucoup de déceptions, il y a même des cas d'empoisonnement politique. Donc je dirais aux femmes, celles qui ont cette envie de servir la nation, celles qui ont cet appel de se lever. Déborah était une femme, hein? Elle s'est levée en Israël. Je pense qu'Israël a gagné la guerre contre les Madianites. De la même manière que Déborah était au front avec Jaël, elles ont fait gagner la guerre à Israël, de la même manière qu'il y a des Déborah au Congo. Elles se sont déjà levées. Je pense qu'à Sun City, on a vu, on n'était pas nombreuses, les femmes n'étaient pas nombreuses à Sun City. Sur 360 délégués, il n'y avait que 47 femmes déléguées. Et puis ce groupe de femmes expertes de 33 femmes, je pense qu'on a fait bouger quand même les lignes. Quand la femme se lève, quand la femme s'engage, on fait bouger les lignes. Les femmes doivent se lever. Mais pas ngoulou, pas par intérêt, parce qu'on veut devenir ministre, on veut devenir... il faut se lever pour se battre pour un idéal. L'idéal ici pour moi, c'est lutter contre les antivaleurs dans notre pays. Je soutiens la lutte de M. Alinguet contre la corruption, parce que c'est la gangrène, c'est le cancer qui a tué ce pays. Mais il faut qu'il y ait des femmes, parce que très souvent, quand il y a des corruptions, des malversations financières, des détournements de fonds, on ne cite pas le nom des femmes. Hein. Donc il faut que ces femmes-là, qui sont intègres, s'élèvent et s'engagent pour que le pays puisse aller de l'avant. Notre pays doit occuper la place qui est la sienne au sein de l'humanité. Je pense que c'est France Fanon qui a dit « L'Afrique est comme à la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo-Kinshasa. » Mais nous disons que cette gâchette, nous ne voulons pas l'appuyer pour donner la mort, nous voulons appuyer cette gâchette pour donner la vie, parce que nous avons le deuxième plus grand fleuve du monde. Nous avons de l'eau douce à distribuer, à partager. Nous avons 80% des minéraux essentiels pour la fabrication de voitures électriques, des équipements électriques, pour lutter contre le réchauffement climatique. Nous avons des étendues de terres arables, 80 millions. Donc, si nous appuyons sur la gâchette, c'est pour donner la vie, ce n'est pas pour donner la mort. Et il y a le président Mugabe qui a dit également que l'Afrique, c'est une grande forêt de richesses dont le coffre-fort se trouve en RD Congo. Merci. Nous avons toutes ces richesses, nous devons être les pivots de l'Afrique. Nous devons être le moteur qui engage l'Afrique pour aller de l'avant. Et pour cela, nous avons besoin de femmes compétentes, de femmes engagées, de femmes activistes pour les droits, pas seulement pour les droits des femmes, pour les droits humains en général, pour que le Congo, qu'on parle du Congo comme on devrait parler du Congo, cette grande nation unie, forte, qui doit être au service de l'humanité. Parce que l'oxygène que nous dégageons, je n'ai pas dit, on a 60% de forêts dans le bassin du Congo, au niveau du bassin du Congo. Ces 60% des forêts dégagent l'oxygène dont l'humanité a besoin. Madame Eve Bazaïba parle du Congo pays solution,
parce que nous avons la réponse face au réchauffement climatique. Vous avez vu les inondations, les éboulements des partout terrains. à Kinshasa. Voilà. Et nous avons la solution avec nos forêts. Nous avons la solution avec nos minéraux. Nous avons la solution avec l'eau douce. Nous avons la solution avec l'espace. Nous avons également la solution avec cette population, 110 millions d'habitants. C'est une grande force pour le Congo. Merci beaucoup, Madame Biébié. Merci d'être passée. L'émission est terminée. Mesdames et messieurs, alors nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je rappelle que je recevais pour vous Madame Biébié Songo Georgette. On se retrouve prochainement pour un autre numéro. Je rappelle que Diomanan a été derrière la caméra, Eddie Boma et Joël Kabangou étaient à la régie. Merci à vous encore une fois de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement pour un autre numéro.